préparé et présenté par Jean-Jacques Foucault. Nous sommes de retour après la brève trêve imputable aux 2 semaines de célébration des fêtes de fin d'année. L'objectif, sinon la finalité, reste la même. Rendre le livre accessible et à la portée de tous, jouant sur la fibre de l'intéressement, en présentant chaque semaine un texte qui mérite arrêt et attention. Pour cette édition donc, nous toucherons à bout de bras et surtout du doigt l'humanisme ou l'inhumanisme, mieux la déshumanisation de l'être, l'insensibilité de la société ou son silence face à de grandes souffrances. Le livre du jour qui n'attend plus que dévoilement de ses grandes lignes et du nom de son auteur, nous balade à travers les rouages d'un mariage forcé, imposé qui s'achève par un drame. C'est l'histoire d'une femme qui est arrachée à l'amour, à qui on refuse l'amour et qui supporte par amour, dans une belle demeure, pourtant prison, les sauts d'humeur d'un mari, homme en tenue, qui en apparence paraît l'homme idéal, pourtant un monstre pour elle, puisqu'il bat sa femme, assassine ses enfants, tenez-vous tranquille. Le mot n'est pas fort pour présenter la situation. La trame de fond de ce texte nous permettra de soulever de nombreuses thématiques sous-jacentes et inhérentes au texte du soir. Bellement écrit, s'il vous est aise de nous concéder ce néologisme. Messieurs et dames, le temps des commodités introductives de l'émission et nous nous retrouvons en studio avec l'auteur. Bonjour, bonsoir, tout dépend de la position géographique à partir de laquelle vous nous écoutez. Bienvenue au Point littéraire. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Aude Priscille Tomle Fonkou est l'auteur du livre sur la table de cette édition. Le titre, La dernière gifle, un roman. Bonjour, bienvenue Aude Priscille. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux éditeurs de Royal FM. C'est un plaisir de vous accueillir, c'est la toute première édition de l'année 2021, donc c'est l'émission inaugurale en quelque sorte. Je suis ravie et c'est un grand honneur. Il faut dire que vous êtes camerounaise,
Vous êtes né à Nangaïboko, dans la Haute-Sanaga. Quelques souvenirs de cette enfance où vous n'avez pas passé trop de temps à Nangaïboko? Oui, je n'ai pas passé énormément de temps, mais j'ai toujours un souvenir d'une enfance joyeuse. Donc. Un nom plutôt qui résonne comme une mélodie. Ode de Priscille, certainement un merci aux parents qui ont choisi le nom. Certainement très oui, accroché à la mélodie. Un très grand merci à mes parents. Pas seulement pour le nom, hein, mais pour beaucoup plus. Donc. Ils vous apportez suffisamment d'inspiration dans votre vie. Oui, une très bonne éducation surtout. Il faut dire que vous êtes également originaire de l'ouest du Cameroun, précisément où? Des Bamboutos, de Bouddha. Vous y allez très souvent ou très rarement? Souvent. Vous avez également déposé vos valises à Yaoundé il y a près de 10 années. Qu'est-ce qui vous amène à Yaoundé? Les parents, la famille? Les études. Les études. Oui. Vous arrivez à Yaoundé pour effectuer le lycée, l'université? L'université. L'université de Yaoundé? Non, plus une école de formation. ISTAG. ISTAG. Oui. Et là-bas, quelle est votre branche d'études, votre filière? Comptabilité et gestion des entreprises. Et on se serait attendu que vous nous parliez de comptabilité dans votre tout premier ouvrage, mais que non. Non, du tout. Il faut dire que vous êtes très vite passionné d'histoire romanesque. C'est-à-dire que vous commencez à lire quoi? Des romans. Des romans à l'eau de rose. Oui. Lesquels vous avez quand même encore un souvenir? Est-ce que vous lisiez autrefois? Oui, j'ai beaucoup lu Daniel Steele. Oui. Votre source d'inspiration, c'est l'univers, c'est l'environnement qui vous entoure. L'environnement qui m'entoure. Vous avez donc, vous êtes très bien entouré, amis, connaissances? Amis, connaissances, histoire, vécu. Oui. D'ailleurs, il paraît que vous avez partagé vos premières histoires, votre première écriture avec des amis non loin de vous. Oui, avec des amis. C'était des essais. Est-ce que c'est concluant finalement? Aujourd'hui, vous avez jeté les dites histoires dans la poubelle ou vous envisagez demain ou après-demain les publier? Si possible, pourquoi pas d'autres, mais c'était plus des essais, des histoires à raconter, des poèmes, etc. Donc. Ouais. On va parler de votre livre proprement dit, La dernière gifle. Le point. Publié à la fin de l'année 2020, La dernière gifle est donc votre tout premier texte que vous proposez au grand public. Il s'agit d'une nouvelle ou un roman? C'est un roman. C'est un roman. Un roman d'une centaine de pages. Alors comment ça démarre dans l'esprit de l'auteur? Pourquoi on se décide d'écrire? La dernière gifle. Pourquoi on se décide d'écrire La dernière gifle? D'accord. Comment ça prend corps dans l'esprit de l'auteur? Déjà, La dernière gifle, c'est le vécu au quotidien d'un proche. Si on va sur l'auteur qui est Raïto, ça peut être une sœur, ça peut être une voisine, ça peut être une collègue, ça peut être une rencontre. Donc déjà, c'est un fait de société. Donc c'est l'environnement. En quelle année vous décidez véritablement d'écrire? D'abord d'écrire, parce que la publication, c'est tout autre chose. En 2019. En 2019. Oui. Et le texte vous a pris donc 1 an pour pouvoir le réaliser. Oui. Un an. Oui. Et en 2020, fin 2020, vous décidez de publier La dernière gifle. On se serait attendu à un autre titre. Pourquoi précisément ce titre? Est-ce parce que le commandant, on va arriver plus loin, est-ce que parce que le commandant est un adepte des gifles? Il gifle constamment sa femme. Est-ce que c'est ce qui justifie le titre de votre ouvrage? Déjà, ça, c'est un trait au fait que le commandant soit un très grand adepte aux gifles. Mais ça vient aussi, d'ailleurs, en fait, la dernière gifle, c'est un cri. C'est comme pour dire, il y a une première. Il faudrait mieux qu'il n'y ait pas une seconde, que ce soit la dernière. Parce que si la première, elle n'est pas catastrophique, la deuxième ou bien les prochaines peuvent être vraiment dramatiques. Donc. La dernière gifle nous présente en première de couverture véritablement cette image qui fait qui est riche en symboles.
l'œil ou le regard derrière les barreaux. Oui. Il y a tout un symbole derrière. Vous choisissez vous-même la première de couverture ou bien c'est l'éditeur qui vous propose de prendre justement cette illustration-là. Déjà, l'œil qui pleure, ça vient de moi et l'idée de l'éditeur, c'est de rajouter des barreaux en avant. Oui. S'il fallait formellement dire de quoi parle le livre, racontez-nous en quelques lignes, en quelques mots, La dernière gifle, votre roman. La dernière gifle, en quelques mots, c'est l'histoire d'une femme, Raïtou, qui, après avoir perdu son père et après avoir arrêté des études, tombe amoureuse. Mais malheureusement, elle ne peut pas vivre cet amour parce que elle fait malheureusement la rencontre du commandant. Et puis, elle est épousée par force par le commandant. Et c'est de là que viennent tous les malheurs de sa vie, on peut dire comme ça. Et passe par des sévices, des maltraitances, des avortements, des abus, à la limite même, comme vous avez dit, des meurtres de ses enfants. Donc, elle ne va plus supporter à un certain moment. Elle sera obligée de le tuer pour pouvoir s'en sortir. De l'assassiner violemment. Oui, de l'assassiner. Pas très violemment, c'est juste un coup de fusil. Donc, oui. Elle va se retrouver en prison et rejetée par son frère pour qui elle a donné beaucoup de sa personne. Elle a pris beaucoup sur elle. Il va la rejeter. Et malheureusement, ce rejet sera un peu la goutte d'eau de trop dans sa vie. Donc, le chagrin aura raison d'elle, en fait. Alors, c'est une dame, une belle histoire. Une histoire qui commence par l'amour. Elle a rencontré quelqu'un qui a une quincaillerie. Oui. Et cet amour est impossible. C'est une question aujourd'hui qui peut paraître presque banale, mais c'est vécu dans notre société. L'amour réel est présenté dans votre livre. Est-ce que c'est pas un regard idéal de la société ou idéaliste finalement? Je ne pense pas que ce soit un regard idéal de la société parce que l'amour vrai existe encore. Donc si vous rencontrez des personnes ou bien vous écoutez des expériences, l'amour réel, ça existe encore, vraiment. Et là, on a une histoire d'amour entre deux personnes qui ne peut s'accomplir. Elle rencontre par sa trop grande beauté un commandant. Alors, avant la rencontre, le commandant fait pratiquement du chantage. Et là, on se pose la question, est-ce que Raïtou avait le choix ou pas du tout? Raïtou, je pense, avec le choix, parce que je dis toujours, on a toujours le choix. Donc, elle a fait un choix, c'était d'accepter la proposition du commandant pour libérer l'amour de sa vie. Est-ce qu'elle aurait pu refuser face à un commandant assez insistant? Elle aurait pu dire non, mais je pense qu'il aurait toujours trouvé un moyen pour atteindre son but. Donc, véritablement, elle a sacrifié son amour au profit, non seulement de l'amour qu'elle avait pour, je ne sais pas comment on va dire, son Roméo. Oui. Pour son Roméo et surtout pour la famille. À l'intérieur, vous faites voir l'amour ou alors véritablement le sentiment qui devrait animer les frères et les sœurs. La question de la famille, aujourd'hui, les familles sont divisées. Mais pour le cas d'espèce, cette dame décide de se sacrifier, d'abandonner ses études pour que son petit frère ait une vie meilleure. Oui. C'est encore possible de voir ce cas d'espèce dans notre quotidien? Oui, c'est encore possible. C'est vraiment possible. Je ne vais pas aller très loin. Je vais juste rester dans le cadre de ma famille. Et je peux dire, c'est vraiment l'union, c'est la compréhension, c'est le dialogue. Je pense qu'une famille idéale, ça peut encore exister. L'amour entre frères et sœurs, ça existe. Si ma famille vit ça, je pense qu'il y a de nombreuses familles qui vivent ça aussi. Donc ça existe. Pour le cas d'espèce, les liens sont plus resserrés dans cette famille parce que le père décède de suite de diabète. Oui. Et donc, la sœur pense qu'elle est un peu responsable de son petit frère. Oui. D'autant plus que le grand frère également est décédé déjà. Décède. On vient de citer en quelques mots plusieurs décès. Oui, plusieurs. Dans le livre. Déjà, il s'agit d'une histoire créée de toutes pièces. Il s'agit d'une histoire que vous avez captée quelque part, qui vous a été racontée, ou bien
voilà, vous avez décidé de créer, de faire une histoire en vous inspirant ici et là? Qu'elle soit créée de toutes pièces ou pas, c'est forcément le quotidien d'un X, d'un Y. Tout le monde peut se retrouver dans toute l'histoire ou bien dans une partie de l'histoire. Il y a les Raïtou partout. Oui, il y a beaucoup de Raïtou. Ouais, il y a énormément de Raïtou. Il y a beaucoup d'Alium, il y a beaucoup de Ditap, il y a beaucoup de commandants. Ouais. Tout le monde peut se retrouver forcément, soit dans une partie, soit dans toute l'histoire. En ce qui concerne les personnages principalement, est-ce que les personnages ont été inspirés par des proches, par des personnes que vous avez vues ici et là? Non, j'ai préféré faire jouer mon imagination. Ici, on remet en cause quelquefois l'autorité beaucoup trop prépondérante des hommes en tenue. Le commandant, qui est un homme en tenue, a le pouvoir, tous les pouvoirs, il décide de ce qu'il veut. Oui, oui. Est-ce que vous ne présentez pas un être détestable pour qu'il soit rejeté par le lecteur? Pas forcément. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de commandants, que ce soit dans notre pays ou partout ailleurs. Le fait d'avoir cette tenue ou bien d'avoir cette position donne à beaucoup la pensée d'être au-dessus de l'autre ou bien de pouvoir faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le pouvoir en fait. Donc il y a cet abus de pouvoir qu'on constate, que ce soit dans notre société ou ailleurs. Donc. Le cas d'espèce, c'est un commandant qui a été d'abord marié, il a été abandonné par sa femme. Quelquefois, lorsqu'on est un homme séparé, est-ce que ça veut dire qu'on est nécessairement insupportable? Pas du tout, hein. Tout dépend de la conception, de l'éducation, de la mentalité ou bien de l'état d'esprit de la personne. Donc, le cas d'espèce, le caractère. Oui. Il avait un caractère plutôt imposant, ce qui aurait peut-être amené sa première épouse, sa première femme, à partir avec les enfants. Oui, oui. Et pour le cas d'espèce, le monsieur ne veut pas d'enfants dans sa maison. Il ne veut pas d'enfants. Justement parce qu'il garde ce souvenir de sa première épouse qui est partie avec des enfants. Donc du coup, il n'en veut plus. Une histoire véritablement controversée, elle est douloureuse, elle fait réfléchir. Et pour vous, c'est davantage une interpellation? Oui, c'est vraiment une interpellation, vraiment. Interpellation à l'endroit de Monsieur Tout le Monde? À l'endroit de Monsieur Tout le Monde, vraiment, parce que ça ne débat pas seulement de la violence conjugale, mais ça parle aussi de l'abus de pouvoir, de la responsabilité d'autrui vis-à-vis de l'autre. Donc on est tellement égoïste aujourd'hui, on pense qu'on vit pour soi. On ne se rend pas compte qu'en fait on vit dans la société, du coup, je suis responsable de l'autre. Donc... Il y a donc beaucoup de thèmes qui sont évoqués dans cet ouvrage. Vous avez parlé tout à l'heure de l'abus de pouvoir, vous avez parlé d'amour, de famille. Pour le cas d'espèce, on a une dame qui a du mal à s'en sortir. On peut également remarquer qu'elle essaye de porter plainte. La société reste presque absente. La société ne participe pas, ne l'aide pas. Est-ce que c'est aujourd'hui le reflet de ce que nous vivons, notre société? Une personne est en difficulté, demande de l'aide, mais n'est malheureusement pas écoutée. Ça peut être le reflet de notre société, ça peut être le reflet d'une société lambda. Parce qu'on se rend compte que aujourd'hui, c'est tout le monde qui a quelque chose. Oui. Quand vous avez un souci avec quelqu'un, c'est déjà la première réaction, tu connais qui je suis. Et après ça... Lorsqu'on se rend toujours compte que quand on va porter plainte contre quelqu'un contre une personne,
une autorité, on a difficilement gain de cause. Même si on a raison, on est en droit, c'est très difficile d'avoir gain de cause. En général, on est même chassé. Donc, on ne prend même pas en considération notre plainte. Elle est dans des commissariats, on commençait à rédiger la plainte lorsqu'elle donnait le nom. Dès qu'on donne le nom, c'est genre, partez. Non, il n'est pas capable de faire ça. Il n'y a même plus de suite. Il ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de suite. Donc. Ni même le voisinage. Personne ne réagit, personne n'intervient, personne ne discute avec le mari. Que se passe-t-il? Chacun est resté dans son coin. Dans son coin, surtout qu'avec tout ce qu'elle a subi, elle a crié plusieurs fois, elle a pleuré, tellement de choses ont été cassées. Des voisins ont entendu tous ces bruits, mais personne n'a réagi, personne n'a cherché à l'aider, rien. C'est pour ça que je dis la responsabilité de chacun. On ne vit pas que pour soi. On est responsable aussi de notre voisin, on est responsable d'un frère. Est-ce que c'est possible lorsqu'il y a une grande barrière qui sépare le voisinage, une maison qui est toujours fermée? Est-ce qu'on va aller voir le voisin? Violation de domicile, c'est également un autre problème. Oui, c'est un autre problème, ça ne se fait pas, mais je pense que les cas sont différents. Celui-ci, vraiment, s'ils se réunissaient en masse, par exemple, et qu'ils allaient sonner là-bas, forcément, on allait ouvrir. Ils n'étaient pas à la maison tous les jours. Il fallait juste trouver un moyen de faire sortir la dame de sa maison. C'était la seule chose à faire. L'auteur de Priscille est jeune. Pourquoi l'histoire est aussi sombre? On imagine bien qu'à la fleur de l'âge, on a plutôt un regard assez jovial, un regard plutôt positif. Pourquoi on a l'impression que l'histoire, elle est très sombre? Oui, l'histoire a l'air d'être sombre. Dans ma biographie, je suis vraiment orientée vers le tragique, sans toutefois dénaturer la beauté de la vie. Mais il y a beaucoup de personnes qui essayent de cacher ce qu'est la vie en fait. La vie n'est pas toujours rose, elle n'est pas toujours bonbon. Il y a des faits qu'il faudrait dénoncer dans notre société. Oui. Et dans beaucoup de sociétés d'ailleurs. Donc, vous commencez par... Il faudrait peindre la société telle qu'elle est. Il faudrait peindre les vies des gens telles qu'elles sont. Il ne faudrait pas toujours écrire pour dire à la fin ils se sont mariés, ils ont été heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants. C'est pas toujours ça la société, c'est pas toujours ça ce que les gens vivent. Oui. Une femme séquestrée, battue. Oui. D'abord, elle perd. Il y a d'autres valeurs. Il y a tellement de valeurs qui sont qu'on peut décrypter dans l'ouvrage. D'abord, le fait qu'elle s'en va à mariage encore sans avoir véritablement traversé, connu l'homme. C'est d'autres valeurs qu'on a ou semble l'avoir perdu dans nos sociétés. Elle était avec quelqu'un. Elle était la promise de quelqu'un. On peut parler même de fiançailles. Oui. Mais véritablement, elle a dû attendre. Et c'est avec le mauvais que c'est arrivé finalement. Oui, malheureusement. Et parlons de valeurs, je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui perd des valeurs. Il y en a encore qui gardent ces valeurs-là. Et dans beaucoup de régions, par culture, ce sont des valeurs qui sont un peu conservées encore. Et il y a des personnes qui sont vraiment attachées à Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui essayent de garder leur corps pur. Donc, il y en a des personnes qui arrivent à se préserver encore. Oui. À rester dans la sérénité, sans toutefois se laisser embarquer par le vent et le courant du monde. Bien sûr, il y en a encore. Oui. Il y a véritablement cette histoire, La dernière gifle, un livre qui est désormais disponible. On rappelle qu'il va être proposé, on va donner d'ailleurs les dates, il va être proposé au grand public pour la grande découverte bientôt. On donnera la date, on l'a dit. Alors, lorsque le livre est lu, que faut-il véritablement retenir comme leçon fondamentale? Il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs aspects de la vie qui sont touchés, mais que faut-il fondamentalement retenir? Fondamentalement, il faudrait retenir beaucoup de choses. Vraiment, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'aspects qui sont touchés. Donc, dans ces aspects-là, il faudrait, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on a des blessures, il faudrait qu'on cherche à guérir de ces blessures et non essayer de les reverser sur d'autres personnes. Il faudrait se dire que qu'importe le problème qu'il y a, le dialogue est la base.
Si le dialogue ne marche pas, on n'est pas obligé d'avancer ensemble, ça c'est clair. On peut se séparer. Il faudrait aussi comprendre dans ce livre qu'on n'a pas besoin d'abuser de son pouvoir. C'est une grâce d'avoir un pouvoir, on peut juste rendre grâce à Dieu. On n'a pas besoin d'abuser de ce pouvoir, on n'a pas forcément besoin d'écraser les autres pour avancer dans la vie. Également, la responsabilité. Je ne vis pas que pour moi, mais je vis aussi pour autrui. Je suis responsable de ce qui peut arriver à autrui et je peux aider autrui. C'est vraiment sortir du silence, c'est parler. C'est dire aux femmes, on peut subir des violences, mais on n'est pas obligé de rester. On peut partir, on peut dénoncer. Parce qu'il y en a, elles sont nombreuses elles se font frapper, elles se font battre une fois, deux fois, elles se disent non, il va changer, il va changer. Mais dans beaucoup de cas, on voit que ça va de mal en pire. Donc, à la première intention, c'est vrai que c'est un peu fort, mais pour moi, à la première intention, il faut dire non. C'est un peu ça. Dans un contexte où le mariage est difficile... Le mariage est difficile parce que des personnes pensent que le mariage fait le bonheur, le mariage c'est une fin en soi. Moi je dirais, il faudrait d'abord trouver son bonheur personnel. Il faudrait s'aimer, il faudrait s'apprécier avant de se lancer dans ce couloir. Toutes ces personnes qui vont dans le mariage par convention, parce qu'il faut se marier, vraiment ça ne vaut pas la peine. La violence conjugale, dès qu'on a l'impression que monsieur est porté vers la bastonnade en permanence, il faut dénoncer. Il faut dénoncer, oui. Pour le cas d'espèce, peut-être qu'il faut s'enfuir de la maison. Elle est gardée, elle est... Il faut sauver sa vie. Il y a tellement d'histoires où des hommes frappent sur des femmes et puis il y a la mort après, il y a les enfants qui sont tués après. Pourquoi rester pour perdre sa vie? Pour le cas d'espèce, on va pas l'appeler l'héroïne, mais le personnage principal assassine, tue le mari. Est-ce que c'était la chose à faire en fait? Est-ce que c'était l'issue nécessaire? Forcément, nul n'a le droit de prendre la vie d'une autre personne. Mais c'est la solution qu'elle a trouvée pour s'en sortir. C'est justement pour ça que je demande à plusieurs de dénoncer. De dénoncer ou de partir quand il est encore temps, pour ne pas arriver à ces extrêmes, que la femme se retrouve à tuer l'époux, ou bien que l'époux se retrouve à tuer la femme ou les enfants. Vraiment, au début, il faut partir. Il faut partir. Mais est-ce qu'il est facile de partir lorsque il y a un certain nombre de paramètres qui obligent à rester? Le personnage principal, par exemple, doit assurer la scolarité de son frère. Elle est donc obligée de rester pendant plusieurs années. Les enjeux sont parfois plus énormes que cela. La famille dépend entièrement du beau-fils. La famille compte exclusivement sur le mari. Est-ce qu'il ne faut pas se sacrifier quelquefois pour le bien-être des autres? Bien sûr, c'est important de se sacrifier, mais vous avez vu où ça a conduit. C'est justement pour dire, c'est vrai, il y a des enjeux matériels, mais est-ce que ça vaut la vie? La question est posée. Est-ce que ça en vaut la... Non, pour moi c'est non. Tant qu'il y a moyen de partir ou de dénoncer, il faut partir. Il faut dénoncer. On va revenir peut-être pour échanger cette fois-là sur les formes d'écriture que vous avez utilisées, le schéma narratif que vous avez usité au cours de cette émission. Nous n'allons pas entrer dans des termes très techniques, mais le temps d'une rubrique. Et puis on revient à vous. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Notre parcours dans les bibliothèques nous a permis de mettre la main sur le roman Le procès de Franz Kafka, une œuvre intéressante à plus d'un titre. Bonsoir Annie-Lisette Tambassa et bonne année 2021. Bonsoir Jean-Jacques Foucault et une très bonne et heureuse année 2021 à vous ainsi qu'à tous nos auditeurs et surtout les fidèles de ce programme. Le procès est un roman posthume de l'écrivain pragois de langue allemande de Franz Kafka. Il relate les mésaventures de Josef K.,
qui se réveille un matin et pour une raison obscure est arrêté et soumis aux rigueurs de la justice. Ce livre est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Tout comme les autres romans de Kafka, le procès n'était pas totalement achevé à sa mort et n'avait pas vocation à être publié. Seul l'extrait de la parabole de la loi avait déjà été publié séparément. Le manuscrit fut recueilli par son ami et exécuteur testamentaire Max Brod et fut publié pour la première fois en 1925 sous le titre Der Prozess aux éditions Die Schmiede à Berlin. Si la division et les titres des chapitres sont tous de Kafka, la distribution et la répartition sont de Brod, qui en outre a écarté de la trame principale quelques chapitres incomplets. Le procès est présenté d'une manière symbolique comme une étape qui s'interpose dans la vie du héros, mais le roman mélange des descriptions précises et réalistes avec des détails absurdes donnant l'impression d'un cauchemar. Joseph K., on ne connaît pas son nom de famille complet. Dans un premier temps, refuse son accusation alors qu'il est innocent, d'autant qu'il ne sait absolument pas de quoi il est accusé. Mais au fil des événements et de ses rencontres successives, il en vient à être convaincu de la réalité du procès et va donc tout faire pour se faire acquitter. Franz Kafka est un écrivain austro-hongrois de langue allemande et de religion juive, né le 3 juillet 1883 à Prague et mort le 3 juin 1924 à Kierling. Il est considéré comme l'un des écrivains majeurs du XXe siècle, surtout connu pour ses romans Le Procès, Le Château, ainsi que pour les nouvelles La Métamorphose et La Colonie. Franz Kafka laisse cependant une œuvre plus vaste, caractérisée par une atmosphère cauchemardesque, sinistre, où la bureaucratie et la société impersonnelle ont de plus en plus de prise sur l'individu. L'œuvre de Kafka est vue comme symbole de l'homme déraciné des temps modernes. D'autres pensent cependant qu'elle est uniquement une tentative, dans un combat apparent avec les forces supérieures, de rendre l'initiative à l'individu qui fait ses choix lui-même et en est responsable.
Merci à Annie-Lisette Ambassa pour le classique littéraire de ce soir. On rejoint notre invitée Aude Priscille Tonle-Fokou. Alors véritablement, est-ce qu'il y a eu des auteurs qui vous ont marqué particulièrement et un style que vous essayez ou souhaitez copier un tout petit peu au tout départ? Au tout départ, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup Daniel Steele. Oui, j'aime beaucoup ses romans. Oui. Mais c'est vrai que rien n'est créé. Rien ne se recrée. Tout existe. Donc vous voulez faire du Daniel Steele? Pas vraiment du Daniel Steele parce que vous avez parlé tout à l'heure du chemin d'écriture et tout. Ça n'a rien à voir avec du Daniel Steele. Donc peut-être c'est propre à moi. Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis rien ne se crée. Mais... je pense quand même avoir adopté un style assez particulier sans pour autant me rattacher à un auteur. Il faut dire que vous avez choisi une écriture plutôt, on va dire classique. Oui. Pas trop recherchée. Vous êtes plutôt au niveau du schéma courant, véritablement. Pourquoi ce style d'écriture? Est-ce que ça veut dire que c'est pour tous les publics? Oui, c'est pour tout le public et je préfère écrire avec le cœur, écrit comme ça vient et utiliser le langage le plus simple possible pour tout le monde. Pour que tout le monde puisse recevoir le message, mieux le comprendre. Oui. Sans pour autant aller ouvrir un dictionnaire pour chercher un mot ou bien taper sur Google pour dire ok, tel mot ça signifie quoi. Alors on a parlé de cette opération, les mêmes mathématiques à la limite. Vous avez choisi de commencer l'histoire par la fin, du moins par le milieu, avant d'enchaîner, de revenir, comment tout a commencé, et pour achever par la fin qui est véritablement la fin de l'histoire. Du moins en espérant qu'il n'y ait pas de tome 2 de l'ouvrage. Non, il n'y aura pas de tome 2. C'est plutôt une autre histoire qui nous attend. Une autre histoire, oui. Alors pourquoi vous avez choisi de démarrer l'histoire par le milieu? Cette dame qui est au commissariat. Je me dis que ça fait original. Jusqu'à présent, je ne pense pas avoir lu un auteur qui ait fait ça. Peut-être qu'il y en a, mais je n'ai pas encore lu d'auteur qui ait commencé une histoire au milieu et puis aller à la fin et revenir encore. Non, je n'ai pas encore vu ça. Peut-être qu'il y avait eu une envie de captiver le lecteur, absolument le retenir, le maintenir en éveil. Oui. Parce qu'on est intrigué dès le départ. C'est quand on commence à lire, on a envie de continuer. En fait. Oui. Pour ne pas perdre le fil et garder l'histoire. Absolument. Alors c'est vrai que l'ouvrage aujourd'hui est sorti en 2020. Il n'est peut-être pas encore très connu, mais il y a quelques commentaires. Les premiers commentaires qui vous arrivent, vous vous sentez fier de votre ouvrage ou bien vous vous dites il y a des aspects que j'aurais peut-être dû modifier ici ou là? Je me sens très fière. Déjà, personnellement, je suis fière de ce que j'ai écrit. Et ensuite, j'ai beaucoup de retours positifs. Oui. L'histoire, elle est captivante. Quand on commence à lire, on a envie de terminer. J'ai une amie qui était très fatiguée. Donc, elle a commencé le livre. Elle s'est dit, non, je vais finir un autre jour. Mais elle a continué à lire. Elle avait sommeil, mais c'était tellement intéressant. Elle voulait continuer. Donc, elle a terminé le livre et elle m'a dit, waouh, j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a eu des critiques, plus sur la forme que le fond. Donc, sur la forme. Du coup... je suis fière. Comme nous n'avons pas d'éditeur ici, on ne va pas parler de la forme. D'accord, mais je reste très contente en fait. De toutes les façons, le livre est là, il est disponible. Et c'est un livre qu'on conseille vivement aux auditeurs, certainement parce que le week-end commence demain. Il faut lire La Dernière Gifle. C'est un ouvrage qui sait divertir, mais qui est davantage interpellation des consciences. Dans le cas d'espèce, on a donc véritablement une histoire qui touche. Et on a l'impression que l'auteur est d'une très grande sensibilité. Il écrit avec le cœur. Alors, vous écrivez avec le cœur ou vous écrivez avec la tête? Parce que là, ça pousse à la réflexion, mais ça touche également les sentiments. Ça brutalise même. Oui, vous avez très vite su me cerner. J'écris avec le cœur et je suis très très sensible, c'est vrai. Une histoire qui touche, comme celle-là. Il y a d'abord cette relation, c'est vrai que tout à l'heure je vous ai posé la question, il y a cette relation entre frère et sœur. Au tout départ, le frère fait mine de comprendre sa sœur et plus tard,
c'est à cause finalement de lui qu'elle se sent délaissée, abandonnée et perd presque le combat de la vie. Oui. Aujourd'hui, les relations frères-sœurs, c'est plus trop viscéral, ce n'est plus véritablement la bonne entente. Oui, oui, malheureusement, c'est devenu ça. Dans les familles, il y a très peu d'entente, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de disputes, beaucoup d'attachements sur les biens des parents. Du coup, tel frère qui va se plaindre que l'autre est mieux apprécié que lui. Il y a toujours des plaintes et des raisons pour ne pas s'entendre. Mais je pense que ce sont des raisons qui n'ont pas leur place. Si on est frères et sœurs, c'est la base. Il faudrait qu'il y ait l'amour, il faudrait qu'il y ait l'entente. Oui. C'est vraiment la base. Parce que si déjà en famille, on ne le fait pas, ce sera difficile de le faire avec un inconnu dans la société. Donc la famille devrait être la base de la société. Il y a un autre message qui est perçu vers la fin, la question de Dieu. Ouais. La question de la spiritualité. À un certain moment, l'auteur semble faire comprendre au lecteur qu'au-delà de tout, il faut se confier au Tout-Puissant. On est tenté de se poser cette question, la place véritablement de la spiritualité dans la vie de l'auteur et certainement qui se répercute dans l'ouvrage. Oui, oui, forcément, Dieu a la première place dans ma vie parce que pour moi, c'est mon créateur. Si je le sauve, c'est grâce à Dieu. Tout ce que je peux faire, c'est par sa grâce, en fait. Donc, si vous parcourez mes statuts presque tous les jours, sa grâce me suffit. Parce que, en fait, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne peux rien. Donc ça, c'est ma vision de la vie. C'est Dieu, il est mon tout, en fait. Le livre sera présenté à Yaoundé dans quelques jours exactement. Je crois que c'est samedi. Oui, samedi le 16 janvier. À 15h30 à la librairie des peuples noirs vers la SNI. Oui. À 15h30. Donc là, les auditeurs d'aujourd'hui, ceux qui souhaitent rencontrer directement l'auteur, peuvent échanger avec l'auteur ce jour-là sans protocole, sans réel problème. Oui, sans protocole. Donc samedi le 16 janvier à la librairie des peuples noirs vers la SNI, 15h30. Oui. On parlera du livre et on parlera certainement de la vie de l'auteur. Alors, pour parler de la vie de l'auteur, à quel moment on se sentait le plus à l'aise pour pouvoir écrire au cours de la journée? Après le boulot? Pendant le boulot? Non, après le boulot, en soirée. En soirée? Oui. Bon, la nuit même, c'est quand tout est calme. Quand tout le monde est allé dormir. Tout le monde dort. Il y a l'inspiration qui surgit. Mais ça, à un certain moment, monsieur ne se posait pas des questions. Pourquoi m'abandonne-t-elle? Il occupe tout son temps, toutes ses soirées, à écrire. Est-ce qu'il n'y a pas eu de difficultés à ce niveau? Non, non. Très compréhensif. Je sais pas pourquoi la question est généralement embarrassante. Soit il est très compréhensif, soit en fait il n'y a pas de monsieur, donc ça dépend. Ah d'accord, d'accord. Et pour les projets, on va laisser ce sujet. Oui. Pour les projets, véritablement, après la dernière gifle, est-ce qu'il y a d'autres romans, d'autres textes qui sont en préparation, qui attendent de la finalisation? Bien sûr, il y a un roman qui est achevé déjà. Ah déjà? Oui. Le destin tragique de Daïna. D'accord, donc... Déjà chez l'éditeur ou bien pas encore? Pas encore à l'éditeur. Donc, après celui-ci, on verra. Donc, on va d'abord prendre le temps de proposer le premier, de diffuser suffisamment avant d'envisager le second. Pour que les gens puissent s'assimiler. Parce que généralement, lorsque ça sort tout d'un coup, c'est assez difficile d'avoir ses préférences et de suivre le coup. Oui, oui. C'est une jeune carrière d'écrivaine, enfin d'auteur qui démarre. Est-ce que vous avez pleinement conscience de ce challenge qui vous attend? En plus d'écrire un livre, désormais, vous donnez rendez-vous à un potentiel lectorat qui, au quotidien, va guetter vos publications. C'est vrai que quand je suis allée dans une maison d'édition, je ne m'attendais pas à l'ampleur que ça allait prendre. Mais je pense que je suis en train de prendre conscience petit à petit de ce qui m'attend. Oui. Les responsabilités envers les lecteurs. Oui, oui.
Est-ce que le fait de commencer aussi fort ne vous fait pas peur que demain le prochain roman puisse être soit moins bon, soit pas du tout? Pas de peur, je suis plutôt ravie. En fait, la vie, c'est des variations, c'est comme des vagues, ça monte, ça descend. Aujourd'hui, on peut être au top, demain on descend et après on remonte. Donc, je n'ai vraiment pas peur. Vous le dites, ça va venir et nécessairement, cela se passera comme ça se passera. Alors, il y a beaucoup d'internautes quand même qui nous écrivent pour réagir, certainement qui ont déjà eu à lire ou veulent lire votre ouvrage. La responsabilité est donc immense, elle est dense, hein, véritablement. Il y a Arlette Sumo, il y a Elsie Reina, Aglian Télémé, j'espère que je prononce pas mal, véritablement. Ça fait beaucoup de pression quand même. Oui. Honnêtement, ça fait beaucoup de pression, mais je vais m'habituer. C'est une nouvelle vie qui démarre. Oui. Est-ce que cela ne va pas influencer votre travail que vous menez au quotidien? Est-ce que ce n'est qu'une option pour vous, l'écriture de temps en temps, comme un passe-temps, pas forcément comme une priorité? Je ne dirais pas que c'est une option, mais c'est plus une passion. Donc on aimerait tous vivre de sa passion. Mais on connaît les réalités avec l'écriture et notre environnement. Du coup, ça va prendre un peu de temps. Le temps que ça prenne, je serai obligée de vaquer à ma profession première. Mais en tant que personne responsable, je sais faire la part des choses. Donc, je vais au travail. Si j'ai des rendez-vous, je les prends après le travail. Et si j'ai à écrire, j'ai la nuit pour ça. La dernière gifle, la toute dernière gifle. Mais le tout premier livre de Aude Priscille Tonle Fokou, désormais disponible un tout petit peu partout à Yaoundé. C'est un livre qu'il faut peut-être lire, découvrir les réalités, le vécu d'une dame. Et c'est d'ailleurs le vécu de plusieurs dames à travers soit la ville de Yaoundé, soit à travers le Cameroun ou bien au-delà. S'il faut convaincre votre potentiel lecteur qui est en face, pourquoi est-ce qu'il faut absolument lire le livre en question? Je dirais que c'est une œuvre engagée. Ça étale beaucoup de faits de société. Ça appelle à la conscience de chacun. Et je pense que tout le monde devrait lire La dernière gifle pour prendre conscience de ce que des personnes peuvent vivre. Et aussi pour permettre à d'autres personnes de parler. Pour sortir du fossé où elles se trouvent en fait. Donc c'est ce que je dirais. Il y a une sensibilisation qui démarre à travers cet ouvrage, l'interpellation. Est-ce qu'au-delà du livre, il y a d'autres initiatives pour appeler les dames à parfois s'exprimer, à parfois briser le silence, l'omerta autour de leur situation? Pour le moment, non, mais dans le futur, oui, il y aura des ateliers ou des échanges entre des femmes et tout, des femmes qui veulent s'ouvrir, bien sûr. Il y aura des ateliers qui vont se faire. Parler de leur vie, parler de leur réalité. De leur réalité, des potentielles solutions, oui. Oui. Alors on est heureux en tout cas de vous avoir reçu ici et maintenant. Vos préférences avant de partir, histoire de détendre un peu l'atmosphère autour d'un livre qui a d'abord l'air très sérieux, qui touche plus d'un. Alors les préférences en termes de vos choix. D'abord au niveau, est-ce que vous avez vous aimez au-delà de l'écriture, de la lecture, il y a autres activités que vous menez au quotidien en termes de divertissement? De temps à autre, un peu de sport. Un peu de sport? Oui. C'est plutôt rare. Oui, un peu de sport. Et l'année a commencé avec une envie d'apprendre à jouer un instrument. Donc, j'ai commencé à la guitare. Donc, oui. J'ai eu mon premier cours théorique mardi. Donc, je dirais ça. Donc on a une Richard Bonin à venir peut-être. Non, pas de Richard Bonin. Pas de Richard Bonin. Disons plus une Danielle Steele, par exemple.
Encore. Encore. Décidément. Dans l'écriture, oui. Décidément. Ce qui est sûr, c'est que il y a aussi du cinéma, un goût musical particulier. Il y a du cinéma, oui. J'ai beaucoup aimé le dernier film de Muriel Blanche, la Aline, qui est sorti fin décembre. Oui. Oui. Donc plutôt cinéma camerounais, mais un peu moins cinéma extérieur. Déjà, je ne suis pas très film, mais très déçue avant par les films que les Camerounais proposaient. Mais récemment, il y a une réelle évolution, donc ça prend progressivement. Ça prend progressivement, c'est quelque chose de merveilleux. Oui. D'accord. Alors la dernière gifle, si il est possible peut-être d'avoir je sais pas si on va donner le numéro de téléphone de l'auteur, c'est au souhait, hein, c'est-à-dire que si peut-être quelqu'un souhaite échanger avec vous, est-ce qu'il est possible d'avoir le contact ou pas du tout? Bien sûr, ça ne dérange pas. Allez-y, donnez le contact pour que les auditeurs qui nous écoutent potentiellement peuvent vous appeler, échanger avec vous sur la thématique, sur le livre et peut-être d'autres choses. D'accord. Le 690 30 73 19. Peut-être qu'il faut le reprendre. Le 690 30 73 19. Tout en vous remerciant, peut-être un dernier mot pour la route, autour peut-être de l'histoire de Ndan Raitou. Un dernier mot. Un dernier mot. Parlons, dénonçons. Vraiment, ne fermons pas notre bouche ou notre cœur à un cri. Qu'importe le cri, ne nous limitons pas qu'aux violences conjugales, même des enfants. Il y a des enfants qui crient, qui sont battus et qui perdent la vie après. Un cri, en fait, c'est une alerte, c'est un signal. Donc, à chaque cri, on devrait réagir. C'est notre responsabilité. Ne nous disons pas que c'est l'enfant d'autrui. Il est libre de faire ce qu'il veut. C'est la femme d'autrui. Il est libre de faire ce qu'il veut. Non. Juste en agissant, on peut sauver des vies. Juste en allant frapper chez quelqu'un ou en appelant la police, on peut sauver des vies. Donc, sortons de notre silence. Prenons conscience que nous sommes responsables des autres. Oui, en appelant la police. Sauf que pour le cas de notre histoire, c'était un homme en tenue. Ça devient difficile. Ça devient difficile, mais aussi c'est un appel à ces gens-là qu'il faudrait qu'ils sachent que nous sommes tous des êtres humains. Que leur tenue ou bien leur position ne leur confère pas quelque chose de plus que nous. Un pouvoir supérieur. Oui. Beaucoup d'encouragement en tout cas des auditeurs qui nous ont écoutés, téléspectateurs parce qu'ils regardaient sur Facebook. Il y a notamment Mariam Fomat qui dit qu'elle a hâte de lire le livre et surtout encourage l'auteur à aller de l'avant. Merci. Certainement d'autres messages comme ça vont arriver et permettre aux uns et aux autres de découvrir votre ouvrage. On l'a dit, on reprend le rendez-vous, c'est samedi. Les auteurs... Samedi 16 janvier. Alors merci vraiment d'être passé et surtout félicitations une fois de plus. Sortir un livre ou avoir un livre, ce n'est pas chose aisée. Merci. Et c'est un héritage qu'on laisse. Ça va constituer certainement le patrimoine en ce qui concerne l'écriture. Merci. Donc vous avez déjà votre premier bébé si vous n'en avez pas encore. Oui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés ce soir. Nous étions avec Aude Priscille Tonle-Fokou, qui est venu nous parler de la dernière gifle. L'émission, vous pourrez la regarder d'ici demain sur YouTube et surtout même sur cette plateforme Royal FM Espace Cameroun. Il s'appelle Salmon Essana. Il est à la mise en onde jusqu'à 7h. Et au niveau de la régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux, coordination centrale. Bertrand Wona, c'est le directeur général de la radio des auditeurs. Supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure, sur la même fréquence. Un rendez-vous avec un autre auteur. Bonne soirée. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault.